Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Vous le voyez, nous sommes sur la Grand Place à Bruxelles, Bruxelles capitale de la Belgique et capitale de l'Europe. Nous allons aller à la rencontre de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de son ministre-président Rudy Demotte. Beaucoup de questions autour de cette communauté francophone, 4 500 000 personnes sur un total de 11 millions de citoyens belges. Et nous allons évoquer la situation du pays. Il y a quelques années, on disait qu'il était au bord de l'implosion. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous commenterons l'actualité internationale, la dernière déclaration de Donald Trump qui dit que Bruxelles est un trou à rats. Nous verrons comment réagit Rudy Demotte. Nous parlerons du Brexit, de la lutte contre le radicalisme. Nous évoquerons quelques scandales politiques également en Belgique. Et puis nous parlerons de la situation chez le voisin français. Tout cela, c'est international. C'est dans un instant avec Rudy Demotte. Donc international, je vous retrouve sur ce plateau de la radio-télévision belge d'expression francophone, la RTBF, nos amis de la RTBF qui nous accueillent aujourd'hui pour cette émission avec vous, Rudy Demotte. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Premier ministre en quelque sorte. Ce n'est pas une entité géographique, précisons, vous êtes à la tête en quelque sorte d'une communauté de près de 5 millions de francophones sur les 11 millions de citoyens de la Belgique. Vous êtes notamment en charge de l'action culturelle, éducative, des relations internationales. Avec mes collègues Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Jean-Pierre Strobans, le correspondant à Bruxelles du Monde. Merci Jean-Pierre de nous avoir rejoints. Eh bien, nous allons vous poser beaucoup de questions. Peut-être pour comprendre un peu mieux la Belgique, si vous le permettez. Vous savez, nous sommes diffusés dans le monde entier. Peut-être parfois on peut se demander comment fonctionne le royaume. Juste avant l'émission, on parlait 8 gouvernements. Coluche disait, le comique français, que quand on pense avoir compris l'organisation politique de la Belgique, c'est qu'on nous l'a mal expliqué. Alors, comment fonctionne ce pays aujourd'hui? Vous savez qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années sur un risque d'éclatement ou d'explosion, de scission. C'est derrière, aujourd'hui, les communautés linguistiques, culturelles, politiques se sont réconciliées? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Belgique, c'est un pays qui a un passé qui est celui d'un pays carrefour. On a été traversé par les grandes cultures, les influences de nos pays voisins. Et on est un peu le magma difficilement définissable de ces cultures métissées. Alors, sur le plan institutionnel, finalement, c'est plus simple qu'on l'explique. Parce qu'on a un État fédéral, ça tout le monde comprend ce que c'est, oui. C'est celui qui régit un petit peu le tout, et qui est essentiellement un État avec des fonctions qui sont les grandes lois générales, l'armée et la sécu. Ensuite, on a à côté de ça ce que nous appelons, les Belges, des communautés. Ces communautés sont liées à la langue. Il y en a 3. On a une petite minorité, mais importante au sens symbolique du terme, germanophone. On a des Flamands, qui sont la première communauté de Belgique en nombre. Et puis vous avez les francophones. Et moi, je suis le ministre-président de cette entité-là. Et nos compétences aux communautés, elles sont simples. Elles sont liées à la personne et à la culture. L'enseignement, la jeunesse, enfin tout ce qui est personnalisable. Et puis, il y a un dernier niveau de pouvoir, qui est celui des régions. Ça, on les connaît dans d'autres pays. En France, il y a des régions aussi. Et j'ajouterais que là, c'est des compétences très concrètes. L'infrastructure, l'aide directe aux entreprises, pour donner 2 exemples. Il n'y a qu'une petite différence, mais qui est fondamentale, par rapport à d'autres pays qui ont ce qu'on appelle des entités fédérées. C'est que chacune de nos entités fédérées a capacité de négocier des accords internationaux. Ainsi, par exemple, on a des sièges diplomatiques dans d'autres pays, on a des sièges dans des organisations multilatérales. Alors merci pour ce rappel. Je vous demandais, avant que nous passions à l'actualité internationale, est-ce qu'aujourd'hui, ce pays, le Royaume, a laissé derrière lui les tensions linguistiques et culturelles que vous venez d'évoquer? On a bien vu qu'il y a quelques années, on parlait d'éclatement, d'indépendance de la Flandre. Est-ce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble en Belgique a été retrouvé? C'est une caricature si on dit oui, tout est fini et on vit dans l'apaisement.
c'est un pays qui, par définition, si on utilisait un mot compliqué, de manière consubstantielle, est le produit d'opposition, de friction, mais aussi, par défaut, et parfois par mode de fonctionnement, de compromis. Et donc, oui, c'est dur. Oui, les choses sont jamais simples, mais on arrive à un équilibre homéostatique où chacun retrouve finalement un petit peu, sa place. Sophie Malibaud. Comment expliquez-vous que finalement les communautés linguistiques et culturelles, ces clivages-là se retrouvent sur le plan politique? Parce que finalement, vous êtes un socialiste, par exemple. Il y a plus de socialistes du côté des Wallons, du côté des francophones que des néerlandophones, ou est-ce que c'est trop simplifié? Non, c'est pas simplifié, ça correspond à une réalité, c'est que les réalités sociologiques ont à un moment donné débouché sur un modelage culturel et politique. Alors si on prend la partie francophone du pays, elle est composée essentiellement de Bruxelles, qui est à majorité francophone, et le sud du pays, qui est la Wallonie. Alors si on prend la Wallonie, c'est une région qui a été extrêmement, un peu comme la Ruhr, un petit peu comme certaines régions de l'Est de la France en bordure de l'Allemagne, industrialisée. Et donc le mouvement social s'y est développé. La Flandre n'a pas vécu la même logique. Elle a été extrêmement rurale, très longtemps, avec des courants conservateurs. Les courants étaient plus progressistes au sud. On retrouve ça aujourd'hui dans l'expression culturelle. Jean-Pierre Srobens. Monsieur Demotte, on a une caractéristique assez particulière depuis quelque temps dans ce pays, c'est d'avoir comme principal parti de ce gouvernement, la NVA, Alliance néo-flamande, qui est un parti qui était voué, qui prônait la disparition de la Belgique. Est-ce que vous pensez que ce parti est totalement apaisé parce qu'il a fréquenté le pouvoir, ou bien son programme reste effectivement celui de l'éclatement, ce qui pose quand même un gros problème aux francophones? Non, on est là devant un paradoxe. On a une formation politique qui inscrit à l'article 1 de ses statuts, en tant que parti, la disparition de l'État dans lequel il brigue une place centrale dans le gouvernement fédéral. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on a un ministre, ce qui est le cas de ce parti, qui est en charge du budget, quand on a un ministre qui est en charge de l'intérieur, quand on a un ministre qui est en charge de la défense, des départements régaliens, si on a qui représentent l'État, c'est bien cela. C'est difficile de tenir un discours et d'avoir une pratique aux antipodes. Et donc, il se fait une espèce d'alchimie étrange à l'intérieur de ce parti, où je crois que le fond reste toujours anti-belge. On n'aime pas la Belgique parce qu'elle est une terre dans laquelle il y a un compromis avec les francophones que l'on réfute, mais en même temps, on tire un avantage de la position actuelle qu'on occupe, parce que ce parti exerce un pouvoir très visible de ce fait. Donc, c'est cette alchimie-là qui fait que peut-être on a le sentiment que les marges de ce parti se sentent de manière inconfortablement installées. Sauf que il y a peut-être une réponse à ce paradoxe évident. Et dans la première question qui m'était posée, sur la nature sociopolitique des régions. Alors, la Flandre est plus conservatrice et de droite. Alors, si on arrivait à un moment donné à imposer cette vision plus conservatrice et de droite à l'ensemble du pays, cette vision qui est ressentie aussi comme flamande, parce que les deux sont mêlés, le phénomène communautaire d'un côté, le phénomène sociopolitique de l'autre, mais peut-être bien que ça apaiserait un peu. Je crois que c'est le schéma dans lequel on est aujourd'hui. Alors, nous allons en arriver à l'actualité. Vous avez vu, par exemple, à Paris, il y a encore 48 heures, un attentat perpétré. Le monde a pu voir, l'Europe a pu voir qu'un certain nombre d'actes terroristes avaient été fomentés depuis Bruxelles, depuis Molenbeek, pour ne pas le citer. Vous-même, vous êtes très attaché à déradicaliser, comme on dit. Comment est-ce que, quand on est à la tête d'une structure politique comme la vôtre, on peut se dire qu'on va réussir dans ce domaine-là? Ça marche, la déradicalisation? Si ma réponse était oui, je crois que le monde vivrait aujourd'hui dans un état de quiétude. Et si vous nous disiez non? Et si je vous dis ça ne marche pas, en effet. Alors à quoi ça sert d'essayer? Alors pardon pour la formulation de ma question. Donc on est effectivement dans un contexte d'abord où les clichés sont nombreux, à commencer par celui d'une localisation des foyers de radicalité. Je pense que le monde en tant que tel nous fait la démonstration de ce côté multipolaire. On n'a pas aujourd'hui, malheureusement, des points d'ancrage qui expliquent tout. Monsieur Demotte, on parle quand même, pour les gens de Molenbeek, quand même d'une communauté de djihadistes engagés, partis en Syrie, de quelques 80. La proportion est quand même extrêmement élevée dans certains foyers. Est-ce que vous êtes encore dans le déni de ce type de phénomène? Non. En même temps, on relativise, parce qu'il ne suffit pas de dire on a fait ce constat-là, il faut aussi étudier
les causes racines. Après, d'ailleurs, ce qui s'est passé à Nice, etc., montre que les foyers en France étaient nombreux aussi. Mais pour prendre une explication plus en profondeur, on est devant une responsabilité également de l'Occident sur l'émergence de ces mouvements. Quand nos médias, dans un premier temps, sur des conflits comme le conflit syrien, présentaient ce conflit un peu comme étant un conflit, finalement, qui ressemblait à ce que fut la guerre d'Espagne, où on allait sauver les mouvements démocratiques. C'est manichéen. Et avec une vision manichéenne, des jeunes se sont engagés à l'époque avec une vision qui était une vision elle-même tronquée. Après, on s'est rendu compte que le terrain était beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait, qu'il y avait des forces djihadistes, que l'État islamique avait ses racines, et on a commencé à entrer dans une période de doute. Mais donc, nos propres représentations mentales ont contribué à un moment donné à légitimer des départs. Aujourd'hui, quand on lit ces départs, tous n'avaient pas les mêmes racines. D'ailleurs, mais ce problème ne date pas de la Syrie, puisqu'on se souvient dans les années 80 et même en 2001, ce sont des djihadistes venus de Molenbeek qui sont partis assassiner le commandant Massoud en Afghanistan. C'est quand même un problème très ancien. On dirait qu'on est encore en train de découvrir. Ce que je veux dire par rapport aux gens qui vivent à Molenbeek aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas les stigmatiser et de penser qu'on a là le vivier de l'explication. D'ailleurs, comme ce fut de manière assez imbécile présenté par des pseudo-scientifiques travaillant pour le compte, à un moment donné, des anglo-saxons, disant qu'on liait le radicalisme à la francité, à l'usage de la langue française et de la culture. Donc je pense que ce type de caricature n'aide effectivement pas à décryptateur. Au Québec, on a eu, dans les outils d'approche antiradicale, une réflexion sur ce qui conduit à un moment donné à cet abandon de valeurs. Et je pense que c'est ce qui doit nous interroger aujourd'hui par rapport à notre jeunesse. Est-ce que le désœuvrement idéologique, politique, la perte de repères, l'approche peut-être un peu naïve du multiculturalisme y a conduit? Je pense qu'il y a un peu de tout. Mais l'outil de la réponse à cela, c'est certainement pas la caricature. Un peu naïf, dites-vous. Ça veut dire que peut-être que les autorités, dans leur globalité, peut-être vous-même, avaient été trop indulgents vers le communautarisme? Je pense que le communautarisme n'est pas une réponse. Ce qu'il faut, c'est... Parce que le communautarisme peut ressembler à ce que les anglo-saxons eux-mêmes ont construit. C'est-à-dire des couches de lasagne où on se... D'ailleurs, le français a un mot qui est très beau et très ambigu. C'est un verbe, tolérer. Si je vous tolère à ma table... c'est pas vraiment un compliment. Vous mangez proprement, je vous tolère. Les édits de tolérance en France étaient souvent la stigmatisation de moments de tension et de haine extrêmement radicale. Moi, je pense que là, on ne doit plus être dans la tolérance. On doit entrer dans l'interpénétration fructifiante des cultures. Parce que je pense qu'on a oublié aussi nos apports mutuels. C'est vrai qu'on ne peut pas relier aujourd'hui l'islamisme radical au monde de l'islam. Mais en même temps, quand on a des islamistes radicaux, comme des gens d'extrême droite violente, ou toutes les formes d'extrémisme, on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Et c'est là qu'on a une responsabilité. À Molenbeek, qui a été une municipalité gérée pendant très longtemps par le Parti socialiste et par un personnage qui compte en Belgique, Philippe Moureau, est-ce qu'il y a eu de la naïveté? Est-ce qu'on a voulu éviter à tout prix, au nom de la paix civile, de voir concrètement ce qui se passait dans certaines mosquées, dans certains quartiers? On a découvert quand même des choses extrêmement inquiétantes dans cette municipalité. Est-ce qu'il y a une réflexion dans votre parti à partir de là? Je pense que tout le monde est interpellé par ce qui se passe là où les problèmes se sont effectivement révélés. Alors, sans vouloir non plus avoir de regard qui est un regard a posteriori. Si on réécrit l'histoire dans beaucoup de domaines, on se dit mais voilà le chemin qu'on aurait dû emprunter. On ne peut pas non plus, sous couvert d'une tolérance, tout à coup porter la responsabilité de ce qui s'est passé à Molenbeek sur le seul pouvoir communal. Je pense que s'il y avait eu des problèmes réels liés à la sûreté de l'État, le premier corps qui aurait dû en être conscient et rapporter ces éléments, ce sont les gens qui ont pour fonction le renseignement dans le pays. Et donc il y a là ça n'a pas marché. Le constat, il est posé par les faits, davantage que par l'analyse. Il y a des accusations très graves qui circulent, des accusations de clientélisme.
et vraiment de cécité face aux faits qui étaient sur le papier, qui étaient visibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on va assister à une recherche réelle des responsabilités ? Alors, je parlais des causes racines. Dans ces causes racines, il y a notamment la manière dont l'information est transmise. Les corps de police, de renseignement, dans leur interaction, ont-ils, par rapport aux différents niveaux de pouvoir, agi et permis d'agir de manière suffisamment efficace pour éviter un certain nombre de choses? Ça, on doit réfléchir et se poser la question de savoir si effectivement il y avait moyen d'être davantage efficace. C'est légitime. Maintenant, est-ce que pour autant revisiter ces mécanismes sans tirer des conclusions dans le présent est utile? Non, il faut que dans les modes d'organisation de la sécurité sur le territoire, on dit voilà, quand on identifie du radicalisme dans une mosquée ou un autre endroit, parce qu'il ne faut pas non plus avoir de stigmatisation par rapport à la communauté musulmane. Il y a aujourd'hui des milieux extrêmement radicaux, au sens politique du terme, des gens dangereux. À l'extrême droite, on en connaît. Rudy Demotte, pensez pas citer sitôt le président américain, le 45e président américain, qui a affirmé qu'il était venu, vous le savez, à Bruxelles il y a quelques années, il y a 20 ans, que c'était très beau, etc., qu'aujourd'hui, je cite le président américain élu, ce serait un trou à rats où les musulmans ne se sont pas intégrés. Comment est-ce que vous allez éventuellement un jour rencontrer ce président et qu'allez-vous lui dire? Vous allez l'inviter? D'abord, je ne souhaite pas entrer dans une relation ni de cordialité et encore moins d'hostilité. De démarche proactive pour le rencontrer. Je ne le souhaite pas. J'appartiens... Vous serez peut-être bien obligé de le faire. J'ai déjà refusé des contacts. Mais bon, le vice-président... on ne va pas se comparer. Je n'ai pas le poids politique pour le rencontrer, j'ai la modestie de le savoir, mais j'appartiens à un monde et une vision du monde aux antipodes du sien. Comment avez-vous reçu cette déclaration? Elle vous blesse? Et comme une insulte par rapport à Bruxelles, qui est une ville généreuse. Et puis, bon, les caricatures, c'est pas non plus à Bruxelles que les Twin Towers ont été abattus par des avions de compagnies américaines avec des gens qui avaient été formatés, même s'ils avaient les idées radicales qui le sont, à l'intérieur des États-Unis. C'est pas chez nous non plus que d'autres attentats régulièrement se font en rue. On sait que il y a un germe aujourd'hui dans la radicalité américaine, les WASP, etc., qui appartient à une doctrine de protectionnisme, de rejet de l'autre, de haine de la différence. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce portrait-là. Alors, si vous ne rencontrez pas Trump incessamment sous peu, du moins le vice-président Mike Pence doit venir à Bruxelles d'ici la fin du mois. Vous le rencontrerez sans doute? Non, moi je ne le rencontrerai pas. Mais quel serait le message de la Belgique au vice-président américain? D'abord de ne pas jouer la carte de l'isolationnisme américain. Parce que ce n'est pas le moment pour le monde, comme pour les États-Unis, de se refermer sur soi. Tous les progrès qu'on a enregistrés sont liés à des échanges de savants, d'économie. Et donc, ce message-là, d'ouverture, je pense que même quelqu'un qui est issu du sérail conservateur doit l'entendre. Le gouvernement de votre pays a eu une réaction, disons, timide. Sans doute, d'ailleurs, parce qu'une de ses composantes n'est pas nécessairement radicalement hostile à M. Trump. Ça vous a déçu ou... Il n'y a pas eu énormément de débat là-dessus, finalement, en Belgique. Je crois qu'on est totalement désemparé par rapport à l'élection de M. Trump. Pourquoi? Parce que l'improbable est entré dans la réalité. Et donc, on veut imaginer que ce n'était pas possible, et c'est advenu. Et donc, on a aujourd'hui une forme de désorientation politique. Et je pense que nos opinions publiques, comme les leaders politiques, subissent cette désorientation. Alors, Rudy Demotte, vous parlez de ce qui est improbable avec les États-Unis. On parlera dans un instant du Brexit, qui n'était pas non plus l'hypothèse la plus probable. Avant cela, sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, pause d'actualité, et on retrouve Rudy Demotte, ministre-président donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À tout de suite. Retour à International. Nous recevons aujourd'hui Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire Premier ministre de cette communauté francophone de Belgique, aux alentours, nous le disions, de 5 millions d'habitants. Nous parlions de la réalité du terrorisme, de l'élection de Trump, avec cette décision très controversée à propos de la migration. Sophie Mélébaud. Oui, cette décision de Donald Trump d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans, qu'est-ce que vous en pensez ?
Aucun bien. D'abord, je vois que dans le pays même, beaucoup de contestations, en ce compris sur le plan juridique. Aujourd'hui, la démonstration est faite que c'était un décret fragile par sa nature, on verra ce qu'il va en advenir. Maintenant, sur le fond politique, qui est plus important encore que juridique, c'est une posture un peu facile des États-Unis, parce que si j'étais carré dans l'expression, je dirais qu'ils ont quand même mis un peu le doigt dans la mécanique du désordre à l'échelle internationale. Le rôle des États-Unis aujourd'hui dans un certain nombre de pays où il a eu une action directe, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, ça a été d'intervenir, dans l'Afghanistan aussi. Parfois, après l'intervention, on n'a pas senti la remise en ordre qu'on nous promettait. C'est même un euphémisme de dire ça comme ça. Et puis après, quand il y a des mouvements humains, parce que les guerres, forcément, provoquent la détresse, on dit, mais ça, c'est plus notre affaire. Alors, les Européens qui sont tout prêts, eux, qui se débrouillent, avec les dégâts collatéraux des guerres auxquels nous avons souscrit sous prétexte de valeurs démocratiques qui étaient souvent, d'ailleurs, qui occultaient autre chose. La théorie du choc des civilisations de M. Huntington, lui-même, dans le Conseil de sécurité américain. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté, là. Vous pensez qu'en Belgique, vous êtes immunisé contre ce type de mesures? Parce que dans ce pays même, en décembre dernier, il y avait cette famille qui venait d'Alep, dont le logement avait été bombardé, qui a fait des démarches tout à fait légales, etc., qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire belge. Non, c'est clair. Avec un ministre de l'immigration qui a expliqué que la justice n'avait pas à dire son mot. J'ai jamais décidé de passer mes vacances avec M. Franken, notre ministre de l'immigration. Sa vision du monde, elle est effectivement beaucoup plus proche des néoconservateurs et de ces animaux politiques inclassables de l'ultra-droite américaine que de la social-démocratie, du socialisme et de la gauche, ça c'est clair. Mais ça c'est facile à dire. Mais maintenant, sur le fond, on a toujours eu des mouvements de xénophobie lorsque des guerres provoquaient des migrations. En ce compris par rapport aux Belges. Lorsque les guerres éclataient chez nous et qu'on quittait le pays pour aller dans les pays voisins, dans les premiers temps, c'était pas toujours un accueil chaleureux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la xénophobie a toujours fait partie de la nature humaine. Elle monte en Europe. Elle monte de plus en plus. D'autant plus qu'elle est entretenue par les discours. Voilà. On a à la fois une Europe qui a fait défaut dans ses missions économiques et les pauvres se battent avec les plus pauvres. Et quand on voit des gens qui sont des réfugiés sans rien, qui arrivent même parfois avec de beaux bagages intellectuels, mais qui arrivent démunis de tout, eh bien ça crée effectivement des conflits qui ont d'abord une nature sociale. Alors il n'y a plus de réponse européenne sur ce thème de l'immigration. On voit que par exemple en Europe centrale orientale, on est plutôt sur la position de Trump. Ailleurs, il y a une propension à davantage accueillir les migrants. Où se situe aujourd'hui la communauté que vous représentez, la Fédération Wallonie-Bruxelles? Sur l'Europe sud-orientale, c'est-à-dire celle qui borde les pays qui sont les pays de la porte d'Europe vers le Proche-Orient, notamment dans les Balkans. Il y a une tradition de méfiance, parce que ce sont des pays qui ont été très longtemps dans des logiques de confrontation. Historiquement et culturellement, il faut comprendre qu'on n'a pas exactement la même lecture non plus des frontières. D'un autre côté, on ne peut pas pour autant accepter ce qui est dit. Quand je m'en vais pour prendre un pays qui n'est pas dans le sud-est de l'Europe, mais qui est plutôt à l'est et un peu plus au nord, comme la Pologne, moi je ne peux pas entendre un discours, je m'en suis d'ailleurs expliqué avec un vice-premier ministre polonais il n'y a pas si longtemps, je ne peux pas entendre un discours dans lequel on dit attention, c'est de votre faute ce qui arrive chez vous parce que vous avez été trop tolérant. Moi j'ai entendu à l'époque communiste, dans la même Pologne, ailleurs, en Bulgarie, pour donner un autre exemple de pays que je connais bien, des gens dire ce qu'on vous envie à vous là-bas en Occident, c'est cette capacité d'ouverture. Aujourd'hui, ces pays entrent dans l'Union européenne, se sont libérés du joug qui était le leur et ils reprochent exactement ce qu'ils trouvaient être notre qualité à l'époque. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tout accepter. Il y a par exemple un examen qui doit se faire lors de l'entrée sur le territoire pour éviter que dans les milliers de personnes, parfois une seule,
échappent à la vigilance, mais pour autant, n'oublions pas que la plus grande partie des gens, l'immense partie des gens, sont des gens en détresse. Alors, il y a eu, nous le disions avant cette pause, il y a eu des événements importants voici quelques mois avec la sortie donc de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça change pour Bruxelles? Est-ce que vous espérez, comme Paris ou d'autres villes, au fond récupérer une capacité financière, économique? Ça peut être une opportunité pour la Belgique? Alors, il y a deux lectures radicalement différentes qui se font jour aujourd'hui. Il y a une lecture qui est celle, d'ailleurs annoncée par l'homme qu'on présente comme le futur ambassadeur auprès de l'Union européenne désigné par Trump, qui dit c'est le délitement. On vous assure que l'Union européenne, c'est foutu, comme l'ancienne Union soviétique, je m'en suis personnellement occupé, elle va se casser la figure. M. Bullock, qu'il s'appelle. Et là, il y a une résonance européenne dans ce discours. Quand on voit un peu ce qui se passe dans la Hongrie de M. Orban, quand on voit avec le parti Droit et Justice en Pologne, dont je parlais indirectement, quand on sent la volonté d'un certain nombre de pays de se replier sur eux-mêmes, eh bien ça c'est l'écho au Brexit, Grexit, Grexit. Moi je pense que c'est une vision totalement, je veux dire, déracinée de l'intérêt européen. Alors quelle est la parade ? Alors, c'est l'autre branche à laquelle je souscris, qui considère, ne considérons pas que ce mouvement est un mouvement qui nous donne des opportunités. Parce que certains disent, puisque ça se passe comme ça, on va reconstruire une Europe autrement. Moi, je pense que dans l'Europe aujourd'hui, quels sont les défauts de notre Europe ? C'est qu'elle a renoncé à son impérium. Tout ce qu'on fait, c'est utiliser le pouvoir de l'euro pour imposer des logiques qui sont de corset. C'est-à-dire, on n'a plus d'imagination, on a oublié le rêve et la capacité d'entreprendre. Alors, il y a un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui pour ceux qui veulent aller plus loin et plus vite. Ça s'appelle les accords de coopération renforcés. Qu'on les utilise, qu'on refasse une Europe plus forte dans un noyau et qu'on convainque les autres, plutôt que de dire, vous savez, la Bulgarie, la Roumanie, c'est des écarts de richesse trop importants, puisque c'est comme ça, laissons-les partir et on se débrouillera mieux. Non. Le socle européen doit rester pour tous, mais ceux qui veulent aller plus vite doivent également se le voir accorder. Dans cette Europe-là, M. Demotte, on assiste à une érosion assez évidente du pouvoir des socialistes ou des sociodémocrates. Votre parti reste un parti majoritaire dans sa région, mais globalement, au niveau européen, on voit une grande crise chez les sociodémocrates. Comment vous l'analysez ? Comment elle s'explique ? À la chute du mur, je faisais partie d'un petit groupe qui rêvait d'une troisième voie qu'on appelait socialisme et liberté. Parce que nous étions convaincus que devant l'absence de communisme et devant les outrances du capitalisme, allait pouvoir s'ouvrir un espace de socialisme libre et qui prenait plein de valeurs positives. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi ? Parce que finalement, d'abord, on a retrouvé d'autres ennemis. Là où c'était l'ennemi communiste pour le capitalisme, avec Huntington, on en parlait tout à l'heure, ça redevient l'ennemi des pays qui sont un peu plus pauvres que nous et qui veulent nous agresser, les étrangers. Et d'un autre côté, le capitalisme a tellement pu donner aujourd'hui d'assouvissement à des demandes personnelles, individuelles, et les règles instituées dans les structures supranationales comme l'Union européenne ont été tellement orientées marché, ce qui se justifiait dans un premier temps. Je veux dire que quand on a créé le marché commun, c'était pour éviter que des grands pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui se faisaient régulièrement la guerre sur la possession du charbon, de l'acier, etc., eh bien, trouvent un intérêt commun à organiser l'économie, mais on n'a pas transcendé cette situation. Et là est peut-être la responsabilité des sociodémocrates et des socialistes démocratiques, c'est d'avoir accepté de jouer exclusivement dans ce cadre. Et ils le paient, cher et vilain. Ils sont affaiblis un peu partout, y compris en Belgique. Et ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement, on ressorte aujourd'hui de ce canevas, un peu comme dans la logique de la double contrainte. On prend une solution, elle est mauvaise, le contraire de la solution, elle est mauvaise aussi. Donc il faut sortir du cadre et imaginer une nouvelle forme d'organisation pour la social-démocratie et le socialisme moderne. Il faut, mais est-ce que vous voyez le moindre signal dans ce sens-là ? Est-ce qu'il y a le moindre frémissement dans ce sens-là ? Alors, pour le moment, c'est plutôt des coups de pied au cul au socialisme démocratique. Mais
qui ne vont pas nécessairement, je crois, et c'est ça que je fais passer comme signal aux opinions publiques aussi, régler le problème. Donc, que la social-démocratie, que le socialisme démocratique soit aujourd'hui mis en difficulté, si c'est pouvoir émerger des Orban, si c'est pouvoir émerger des Trump, si c'est pouvoir se renforcer sur nos flancs à l'est des Poutine et cette vision nationaliste, étriquée, uniquement liée au marché, moi je prédis alors des heures extrêmement sombres pour l'humanité. Le socialisme est pour moi devenu une nécessité, mais qui doit être une alternative réelle à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et les socialistes ne sont pas seulement débordés de ce côté-là, mais aussi sur leur gauche. Il y a en Belgique même d'ailleurs un parti du travail belge qui commence à concurrencer beaucoup les socialistes, un peu sur le mode Syriza et compagnie. Oui, oui. Les mêmes qui, après, ont dû faire des compromis et se rendre compte de ce que, comme dans les mains sales de Sartre, à un moment donné, il faut toucher au cambouis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est logique. On est devant des logiques de distanciement. On a de plus en plus la volonté de s'inscrire dans un monde, remarquez-le, binaire, où on fait, un peu à la manière des ordinateurs, 1 ou 0. On va dans la radicalité. Or, pour moi, le socialisme démocratique, il doit justement apporter le sens du compromis, de la nuance qui n'est plus audible dans une société où on veut des discours radicaux, clairs. M. Trump passe pourquoi ? Parce qu'il dit des choses, il fait des choses, c'est clair. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est sa manière de faire qui a enjoué, qui a enjolé des partis, des fractions entières de l'opinion publique. Jean-Pierre Strabon. Ça a sans doute été un peu, aux yeux des étrangers, un peu évacué par l'actualité américaine, mais il y a un scandale en Belgique qui s'appelle Publifin, cette énorme intercommunale aux diverses ramifications dans lesquelles votre parti, compte tenu de son pouvoir en Wallonie, est largement représenté. Certains de vos mandataires ont été accusés de toucher des sommes faramineuses. Manifestement, une bonne partie de l'opinion publique, y compris dans votre parti, y compris favorable à votre parti, comprend très mal ce qui s'est déroulé. Comment vous vivez ce genre de choses qui rappellent d'autres scandales d'il y a 10 ou 20 ans dans ce pays ? Aussi mal que ceux qui aujourd'hui considèrent que ce sont des heures sombres, aussi mal qu'eux. D'un autre côté, il faut faire attention qu'un scandale, et nous sommes dans une société de la communication, n'essaie pas d'en étouffer un autre. Pour moi, il y a un autre scandale qu'on ne connaît pas à l'échelle internationale, mais qui pourtant a des relents internationaux plus évidents, c'est ce qu'on appelle chez nous le Kazakh-gate, où à un moment donné, une personne qui est en charge, président du Sénat, est libérale, donc on ne parle plus de la gauche, on ne parle plus du Parti socialiste, reçoit 700 000 € pour défendre quelqu'un dont la réputation est sulfureuse. Alors moi je pense que tout ça est mauvais et qu'on vit aujourd'hui dans une espèce de putrescence de certaines franges de la démocratie qui, au bout du compte, bénéficient toujours aux mêmes, aux extrêmes. Et donc ceux qui se nourrissent de cette information en l'amplifiant sur le dos d'autrui vont à un moment donné aussi payer la note. Ce qu'il faut, c'est effectivement en revenir à une politique où on peut clairement faire le pas nécessaire pour que les choses soient mises à plat, mais d'un autre côté, où il faut également réenchanter les gens avec des comportements qui donnent l'envie de s'engager, alors que pour le moment, c'est exactement le contraire. Vous, personnellement, socialiste de longue date, Publifin, ce scandale, vous le découvrez en même temps que les lecteurs de journaux, etc. Mais nous avons, nous, à quelques-uns, toujours eu une réflexion qui est celle de la volonté de transparence. En ce qui me concerne, j'ai souhaité, comme d'autres à mes côtés, de donner le plus d'informations possible. Nous vivons maintenant une phase, qui est une phase que je ne regrette pas, où les gens vont encore avoir davantage de transparence. Et je vais vous dire, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, qu'elle n'est pas suffisante, cette phase. Parce que pour le moment, on s'intéresse beaucoup, parce que ce sont des deniers publics, à la transparence des organismes publics. Moi, je voudrais la même transparence, parce que finalement, ça touche notre argent aussi, dans ce qui se passe dans le monde des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, par des mécanismes d'accumulation de richesses, parfois liés aussi au mode d'imposition, à la fiscalité, des gens s'engraissent, créent des différences sociales majeures. C'est ça qui explique qu'il y a quelques jours, à peine, on diffusait l'information selon laquelle 8 personnes sur notre planète détiennent autant que 3 700 millions. C'est inacceptable, inacceptable, au même titre. Rudy Demotte,
l'actualité politique française est très suivie en Belgique, notamment de la part des francophones. Comment est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quelle approche avez-vous, par exemple, de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Fillon? Vous voyez comment cette élection présidentielle, bon, on sait qu'il n'y en a évidemment pas au Royaume, mais cette élection, elle est très particulière dans l'histoire politique. C'est un homme de gauche qui vous le dit, et sans la moindre once d'hypocrisie. Ça ne me réjouit pas du tout. Ça ne me réjouit pas du tout, parce que ça donne exactement le même sentiment que celui dont je parlais il y a quelques instants. Et je suis très touché, parce que ce n'est pas seulement l'homme politique, Fillon, avec ce qui se passe autour de son épouse, mais c'est nous tous qui ressentons un malaise par rapport à ça. Et l'indécision, le flottement qui existe maintenant autour de cette affaire en France... D'ailleurs, comme on sait qu'il y a eu une affaire aussi avec Mme Le Pen... sur ses assistants européens. Qui a des assistants, entre guillemets, qui n'auraient pas non plus presté. Elle devrait rembourser 300 000 € qu'elle refuse. Donc tout ça, je veux dire, je ne me réjouis jamais de ce genre de choses, parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour ce qui est pour moi l'essence même de mon engagement, c'est la démocratie. Et quel regard vous jetez sur le Parti socialiste français? Et quel candidat auriez-vous choisi, vous, à cette primaire? Avec les deux gauches irréconciliables, Alors, comme on dit. Moi, je n'ai pas été dans le débat intra-belge partisan du revenu universel, parce que je pense que c'est une forme de délitement de la Sécu. Mais d'un autre côté, je ne suis pas valsiste. Donc j'aurais sans doute choisi M. Hamon, mais j'aurais eu des réserves sur ce qui est quand même sa marque de fabrique aujourd'hui. Décidément, il y a beaucoup de courants socialistes, oui. Vous ne mentionnez même pas... Il y en a autant que de socialistes, c'est-à-dire la richesse de la gauche. Vous ne mentionnez pas Emmanuel Macron? Alors, M. Macron, il a décidé de sortir un petit peu du cadre. On va voir ce qu'il va faire après. Mais je ne sais pas, il y a une dose d'opportunisme dans son positionnement qui m'indispose un peu. Alors, vous êtes à la tête, nous le disions en vous présentant, d'une communauté de quelques 5 millions de francophones belges. Qu'est-ce que vous pensez du concept de francophonie en tant qu'organisation? 80 États et territoires, c'est une force à laquelle vous adhérez, ou vous êtes, je crois, parfois un peu critique? Oui. 84 pour être précis. Alors, si j'aime l'Union européenne, je suis européophile, je suis critique par rapport à l'Union européenne. J'adore la valeur que porte le français au-delà de la langue dans la perpétuation des idées du siècle des Lumières. Pour autant qu'on puisse réduire la France, la francité et les francophones à ça, on voit que malheureusement, elle n'est pas que ça. Mais cette organisation, elle doit faire attention à une chose, qu'on a connue d'ailleurs dans l'Union européenne à un moment donné. C'est que pour se légitimer, elle est prête à gonfler de plus en plus, à accueillir de nouveaux membres. Et récemment, on a eu un débat entre nous, avec la secrétaire générale, avec les chefs d'État et de gouvernement, sur l'accueil de l'Arabie saoudite. Alors, quand on dit, c'était le thème de notre dernier sommet, il faut donner la parole aux jeunes, aux blogueurs, qu'on accueille des jeunes blogueurs, et que dans le même temps, l'Arabie saoudite est en train de juger un jeune blogueur, qui était d'ailleurs de nationalité double, canadienne et saoudienne, et qu'on le menace de 100 coups de fouet pour avoir proféré des propos qu'indisposait la famille régnante. Ce ne sont pas les valeurs de la francophonie. Comment est-ce qu'on peut négocier ça? On dit, si vous passez à 50 coups de fouet, on peut faire entrer le pays. Ce n'est pas les valeurs qu'on défend. Non, mais il y a eu débat, l'Arabie saoudite n'est pas rentrée dans l'organisation. Non, mais on a trouvé une raison de forme. Moi, j'ai abordé la question de fond. Donc la forme, c'était, ils n'ont pas rentré les bons documents. Donc on reste encore aujourd'hui devant une interrogation. Alors, et là, moi, je dis, quand on voit la manière dont la femme est aujourd'hui traitée, quand on voit aujourd'hui, et d'ailleurs il y a une commission rogatoire qui est envoyée là-bas et qui va être conduite par Madame Jean. J'attends les conclusions avec curiosité. On va voir si les droits de la femme ont évolué en Arabie saoudite. Même chose pour ce qui concerne la liberté d'expression. Alors que des progrès se fassent, je n'en doute pas. Je pense qu'il y a des petits progrès. Mais est-ce qu'ils sont suffisants que pour considérer qu'ils entrent dans la charte des valeurs de la francophonie? Je suis plus que sceptique. Oui, et donc, dans ce cas-là, si jamais ça devait se présenter à nouveau, donc vous agiriez comment? Vous avez moyen d'agir? On est devant un problème très sérieux pour la francophonie. Parce que le risque, on parle du délitement européen, mais ça va donner un délitement de l'OIF. Parce qu'on a aussi, à l'intérieur de l'OIF, organisé les choses en sorte qu'on a beaucoup d'États dont le français est une valeur, mais toute la charte des valeurs n'est pas épousée par la politique de ces États. Je ne vais pas les citer, ce serait injurieux. Mais à un moment donné, on pourrait avoir une coalition
qui se fait pour des raisons d'intérêt multiples et qui va à contre-courant de ses valeurs. Si c'était le cas, je le dis tout de suite, ce serait un problème. Je le disais en vous présentant, il y a une particularité, Rudy Demotte, ministre-président, donc Premier ministre de cette fédération Wallonie-Bruxelles, vous n'êtes pas rattaché à un territoire spécifique. Est-ce que cette réalité pourrait finalement être une réponse à d'autres casse-têtes géopolitiques, diplomatiques dans le monde? On peut penser au Proche-Orient. Bien sûr. J'appartiens à des entités parfois supranationales ou locales. Par exemple, l'Eurométropole de Lille-Courtrai-Tournai, qui est un territoire organisé sur une autre base que les États-nations, que les organes classiques. Alors là, la communauté française de Belgique, eh bien, elle a cette capacité de toucher aux personnes. Si vous prenez Jérusalem, par exemple, ça peut être un modèle intéressant, où vous avez des exercices concurrents de pouvoir qui exercent sur un même espace et qui permettent de défendre les droits culturels, à l'enseignement et les droits fondamentaux des individus. Je sais que les Palestiniens et certains Israéliens progressistes se sont intéressés à ce modèle. Bon, je pense que c'est peut-être un début de solution, certainement pas parfait, on voit qu'on a encore des frictions en Belgique entre communautés, mais en même temps, c'est quand même une façon de dialoguer de manière structurelle. Donc il peut être exportable dans un certain nombre de situations, peut-être. C'est ce qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'on développe aussi des outils pour le promouvoir. On a lancé une chaire Mahmoud Darwish, dont le but est justement de jeter des ponts entre la communauté française de Belgique et des poètes et des courants philosophiques du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est on a beaucoup parlé de la Wallonie à propos du CETA, ce traité d'association entre l'Union européenne et... Ça a été l'heure de gloire d'ailleurs de la Wallonie, qui refusait Paul Magnette, votre successeur... Et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se tient évidemment plus en réserve, mais qui a été sur la même position. Absolument. Mais votre successeur, Paul Magnette, lui, est vraiment devenu le héros de cette cause. Vous n'avez pas été un peu chagriné que ça concerne le Canada, et en l'occurrence aussi un pays qui compte une large minorité francophone ? C'est clair que j'ai eu des contacts avec nos amis canadiens, comme Paul Magnette a eu des contacts avec nos amis canadiens. On a toujours voulu préserver, c'était délicat, une amitié qui semblait être secouée par les prises de position que l'on avait. Mais finalement, c'est un enrichissement, parce qu'au bout du compte, ce qu'on a dit, un certain nombre de Québécois et de Canadiens le pensaient aussi. Mais il y a une chose qui change depuis, et elle est importante, c'est la position des USA par rapport au Canada, qui fait que le marché nord-américain est lui-même menacé, les relations intra-américaines, et donc le Canada est en recherche de liens plus forts avec l'Union européenne. Donc on a intérêt à revisiter aujourd'hui notre cadre relationnel, peut-être par ce prisme aussi. Il y a encore une possibilité, enfin Paul Magnette a l'air de dire qu'il est encore possible qu'il s'oppose encore à la signature de cet accord. Nous avons inscrit des mécanismes qui font que si un certain nombre de conditions n'étaient pas rencontrées, nous pourrions alors ne pas accepter l'accord en l'état. Donc c'est clair. Et pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Le gouvernement belge n'a pas l'air très désireux d'avancer sur ce sujet. Non, on a joué un jeu un peu de valet puant où chacun se refile les cartes pour ne pas devoir se prononcer. Mais c'est clair que nous avons un intérêt commun à essayer d'aboutir à une solution qui convient, notamment par un organe d'arbitrage qui donne le sentiment de ne pas être entre les mains de quelques multinationales, qui est dégagé de leur influence et qui reçoit des moyens professionnels pour fonctionner. Et donc votre idée, c'est que cet arbitrage doit être approuvé, passer par la Cour européenne de justice. Voilà. Et là, il y a effectivement une condition préalable, elle est préjudicielle, nous devons être sûrs que la solidité juridique ne soit pas remise en cause. Merci Rudy Demotte d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui depuis les studios de la RTBF, la radio-télévision belge d'expression francophone, qui nous accueille dans ce magnifique studio. Merci à toutes les équipes pour cette émission. Nous vous retrouverons avec RFI et avec le quotidien Le Monde, bien sûr sur TV5 Monde, chaîne de la francophonie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission internationale. D'ici là, excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde, de RFI et bonne lecture du monde. Merci.